Bienvenue sur Olala French Podcast, le podcast qui donne un coup de boost à votre français. Je m'appelle Manon, je suis professeure de français certifiée et chaque semaine je vous donne des astuces, des méthodes, des conseils et surtout l'énergie pour booster votre apprentissage du français et atteindre vos objectifs. Bonjour Mathilde, Bonjour Manon. ça va, va tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va, super. Merci d'avoir accepté l'invitation à cet épisode. Est-ce que tu peux, juste avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet, nous parler un peu de toi? Du coup, moi, je suis prof d'histoire-géographie en France, à Tours et à Angers. Et du coup, j'ai fait des études d'histoire. Du coup, je fais une licence, un master. Ça fait 2 ans que je suis professeure et ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois et demi à peu près que je signe une page sur Instagram où je poste des choses plus plus concises. D'accord, qui parle à propos de l'histoire de France? Oui, surtout l'histoire de France. Après, des fois, il y a aussi des posts sur d'autres pays, notamment l'Iran, le Moyen-Orient. Mais la plupart du temps, 90% des cas, c'est l'histoire de France. D'accord, super. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous parler d'histoire et d'histoire de France. Du coup, aujourd'hui, on va voir 10 faits que vous ne connaissez pas sur l'histoire de France. On va voir ça par ordre chronologique. On remonte assez loin, puisqu'on va commencer avec les Gaulois, qui sont souvent considérés comme les ancêtres des Français. Pourtant, ce n'était pas du tout un peuple unifié. Ce n'est pas vraiment les ancêtres des Français d'ailleurs. Et ce n'était pas un peuple, mais plus de 500 tribus. Au total, c'était 5 à 20 millions de personnes. Et chacune de ces tribus avait leur propre langue, leur propre culture. Pour donner un exemple, Vercingétorix, qui est assez connu, c'était le chef de la tribu des Arvernes. Donc il n'avait pas grand-chose à voir avec les chefs des autres tribus. Et par contre, les Gaulois, ils ont bel et bien une origine commune. Leur origine commune, c'est que c'est des Celtes. Ok, super. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on fait cet amalgame de dire que les Gaulois, ce sont nos ancêtres. Mais Oui, pas vraiment. pas vraiment. Et puis c'est toujours gênant dans un pays à si forte immigration que la France de nous dire ça, quoi. C'est vrai que moi qui n'ai pas de grands-parents français, ça fait toujours bizarre. C'est sûr. Pour le fait numéro 2, on va parler des Francs. Comme son nom l'indique, la France, le nom France vient du mot franc. Donc le franc, c'était un peuple, ou plutôt un regroupement de peuples germaniques qui ont régné sur le royaume des Francs dès le 5e siècle. Ça concerne du coup les dynasties françaises mérovingiennes qui ont régné du 5e au 8e siècle, où il y a par exemple Clovis, ça doit être le roi le plus connu des Mérovingiens, et la dynastie carolingienne qui a régné du 8e au 10e siècle, où on retient notamment Charlemagne. Et ce royaume des Francs, il était assez étendu puisque c'était la majeure partie de la France et de la Belgique et que ça touchait aussi la Suisse et l'Allemagne. Ok. Est-ce que c'est grâce ou à cause des Francs qu'on dit que la langue française est la langue la plus germanique des langues romanes? Ah, c'est une très bonne question, ça. Parce que Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est possible. on entend C'est... souvent dire ça, que la langue française a un côté germanique justement à cause des Francs. Mais c'est une supposition. Honnêtement, je ne l'avais jamais entendu, Ah oui? mais c'est tout à fait possible. Oui, il y a C'est... une grande influence également Oui, et de la puis il y part a eu des des Francs. liens entre la France et l'Allemagne énormes, déjà avec les invasions barbares dès le départ, qui ont énormément impacté. Mais non, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, non, mais je suis pas linguiste, mais c'est possible, c'est possible. Ok, super. Alors, le troisième, quel est le troisième fait? Pour le troisième fait, on va voir l'Empire de Charlemagne. Donc Charlemagne, il est roi des Francs, mais il est aussi empereur d'Occident à partir de 800. Les Français le considèrent comme français aujourd'hui et les Allemands comme allemands, tout simplement parce que son empire s'étendait sur les territoires des deux pays actuels. Est-ce qu'il avait la double nationalité, française-allemande? Il n'y Ou avait pas de nationalité à à l'époque. l'époque, il n'y avait pas de nationalité? D'accord, donc il n'y avait pas une...
Et là où tu conquéris, c'est chez toi. D'accord, ok, oui, c'était la loi du plus fort. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, il y avait pas de notion de pays, en fait. Même Oui, quand c'est on vrai. dit la France, l'Allemagne, c'est extrêmement anachronique. Parce que quand on voit les cartes de l'époque, c'était Oui. avec le système féodal, tel seigneur avait telle chose, mais reconnaissait tel roi que, enfin, voilà, Ouais, c'est un terme assez récent. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. c'est ça. Mais c'est vrai qu'honnêtement, quand on se plonge dans les frontières du Moyen Âge, c'est vite compliqué, honnêtement. Ça devient compliqué très vite. D'accord. Ça change tous les 5 ans. Oui. On peut le dire, c'était le bordel. Honnêtement, ouais, honnêtement, c'était un beau bordel. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y avait autant de guerres. Oui, oui, c'est vrai. Pour le quatrième fait, on va avoir les femmes et la couronne de France. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des reines en Angleterre et en Espagne, mais qu'il n'y en a jamais eu en France? C'est parce que la loi salique interdit aux femmes et à leurs fils et à tous leurs descendants masculins de régner. Cette loi, elle a été faite au XIVe siècle. Et pourquoi est-ce que la France a fait ce choix? C'est pas par misogynie, c'est pas contre les femmes, c'est par nationalisme. C'est qu'en faisant ça, on évite qu'une personne étrangère puisse se retrouver à la tête du royaume de France et soit du coup roi de France. On s'assure que le roi de France est forcément français. Et au moment où cette loi a été rédigée, il y a quand même un problème très conflictuel qui est au cœur de la guerre de Cent Ans, qui est que le roi d'Angleterre veut la couronne de France, veut aussi être roi de France et demande ça par rapport à l'une de ses ancêtres femmes euh, qui avait des liens de parenté avec le roi de France. Donc pour éviter que le roi d'Anglais devienne aussi roi de France et que par la suite d'autres rois aient cette idée, on interdit tout simplement aux femmes de régner ainsi qu'à leurs descendants. Et ça aurait pas été plus simple d'interdire juste aux femmes de se marier avec d'autres rois? Comme ça, elles auraient pu régner. Parce que si tu fais ça, tu casses tout le jeu diplomatique. C'est le meilleur moyen de s'assurer de ne pas faire la guerre les uns aux autres, c'est de se marier les uns aux autres, et notamment ce sur quoi je travaille au XVIe siècle, XVIIe siècle. D'accord. Les Français et les Espagnols font que se marier entre eux, il y a même des doubles mariages, etc. Donc pour arrêter de se fracasser, en fait. D'accord. Donc en fait, le mariage, c'est vraiment une arme politique, hein. C'est à ça que servent les femmes nobles, en fait. Les femmes nobles servent à apaiser les jeux politiques en allant se marier avec des ennemis, en fait. C'est c'est On leur a fait du principal chemin moyen. jusqu'à maintenant. Du coup, pour le cinquième fait, on va voir François Ier, le royaume de France et le français. C'est grâce à François Ier que le français devient la langue officielle du royaume de France en 1539, 1539. Avant, tous les textes officiels étaient rédigés en latin. Et le fait que le français devienne la langue officielle du royaume, ça veut simplement dire que tous les textes administratifs et la langue de la cour du roi est le français. Par contre, la plupart des Français ne parlent pas français. Ils ont leur propre langue. Dans les plus connus, il y a l'occitan, le basque, le breton, etc. Il y en a énormément. Et c'est qu'en 1870, donc quand même plus de 400 ans après, que les Français apprennent tous le français à l'école. Ouais, c'est une langue très récente au final quand on regarde C'est dans la langue. l'histoire. Ouais, mais c'est la langue. Quand on regarde les livres d'histoire, mais des grands-parents sont pas français, mais des grands-parents voilà, français, Oui. quand on regarde leurs livres, ils disaient ceux qui parlent le mieux français, ce sont les Tourangeaux. C'est à Tours, sur le Val-de-Loire, que l'on parle le mieux français. Ah oui, C'est pourquoi très cette... étrange. Parce que c'est là où il y a en fait l'accent français, Oui, réellement, en fait, c'est l'accent de Tours. Et en fait, c'est devenu l'accent officiel, en fait. Mais c'est l'accent de Tours. d'accord, ok. Et Même quand mais on justement, ça me demande, fait penser aux Québécois. Apparemment, les Québécois, l'accent québécois, c'est l'accent qu'on avait avant, dans le ouais, passé, en France. je me suis demandé, mais j'arrive pas du tout à savoir. Oui, c'est une supposition, mais aucune idée si c'est vrai ou pas. Et puis, il faut savoir, les gens qui sont allés en Nouvelle-France, ils venaient de quelle région aussi? Mm, Parce que selon les régions, l'accent n'avait rien à voir, quoi. c'est ça. Je sais pas. Très Mais ce serait intéressant. intéressant de savoir, hein. Ce serait Ouais. très intéressant.
Pour le 6e fait, on va voir le sacre des rois de France, parce que la particularité des rois de France, c'est en plus d'être couronnés, d'être sacrés. Le sacre, ça donne un caractère sacré par une cérémonie religieuse au roi de France, qui donne un rôle un peu plus important, on va dire. Et la plupart des rois sont sacrés à Reims. Et même à partir de la fin du XIIe siècle, tous les rois vont être sacrés dans la cathédrale de Reims, sauf Henri IV, qui a été sacré à Chartres à la fin du XVIe siècle, tout simplement parce que ses ennemis tenaient la ville de Reims. Du coup, ils ne pouvaient pas y aller. D'accord, tout simplement. Pour le fait numéro 7, on va voir Louis XIV, qui est le roi qui a régné le plus longtemps en France. Et pour cause, il a régné pendant 72 ans. Il devient roi à l'âge de 5 ans. Du coup, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui assure la régence avec le Premier ministre jusqu'à sa majorité. La majorité, à l'époque, elle était à 15 ans. Et ensuite, comme il meurt en 1715, à l'âge de 76 ans, il aura régné du coup pendant 72 ans. Pour le fait numéro 8, on va voir l'Académie française. Donc l'Académie française, c'est ce qui fixe toutes les règles orthographiques et grammaticales en français. Elle a été créée en 1634, donc sous le règne de Louis XIV, et elle a été rendue officielle en 1635 par le cardinal de Richelieu. Son rôle, c'est vraiment de normaliser la langue française, et on peut se demander pourquoi au XVIIe siècle, ils ont voulu normaliser et fixer à ce point-là les règles. Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons, c'est parce qu'à ce moment-là, il y a de plus en plus de personnes qui apprennent à lire et à écrire, notamment les bourgeois et la petite noblesse. Ça ne plaît pas forcément aux grands nobles. Du coup, ils veulent rendre la langue française plus difficile. Concrètement, ceux qui n'ont pas appris le latin et le grec, ça va devenir très compliqué pour eux de conjuguer et d'appliquer toutes les règles de grammaire du français maintenant. Et alors avant l'Académie française, on pouvait trouver dans un même texte, sur une même page, un même mot écrit de plusieurs façons différentes. Ça ne choquait personne. Donc, on peut vraiment dire maintenant que l'Académie française a rendu la langue française compliquée. C'est Complètement. leur Et faute. c'est aussi l'Académie française qui a enlevé tous les féminins des mots. Avant, les métiers pouvaient tous se conjuguer au féminin, il n'y avait aucun problème avec ça. Il y avait beaucoup de mots qui se féminisaient et l'Académie française a décidé que le masculin était le neutre. Voilà. Après, il y avait quand même un usage, par exemple, toujours cette règle, s'il y a 100 femmes et un homme, on va dire il au pluriel. Ça existait d'avant, hein, c'est très ancien. Par contre, les mots en eux-mêmes avant se féminisaient beaucoup plus. D'accord, donc encore une raison de plus de leur en vouloir. Voilà. J'ai un peu du mal avec cette institution, honnêtement. Je crois que tout le monde a un peu du mal avec l'Académie française et encore plus, je pense, en sachant ça, qu'il y a vraiment eu, qu'il y a vraiment eu une volonté de rendre la langue française plus compliquée. Donc, Et aussi, on était en plein débat des classiques et des modernes. Est-ce qu'il faut revenir aux auteurs antiques? Est-ce qu'il faut faire quelque chose de nouveau? C'est aussi pour ça hein, qu'ils se sont basés sur le latin et le grec. Il y a aussi ça. Mais pour les deux raisons, c'est une question d'élitisme de toute façon. C'est de l'élitisme pur. D'accord. Pour le fait numéro 9, on va voir la Révolution française, qui ne s'est pas passée qu'en 1789, qui dure en réalité 10 ans. Elle commence effectivement en 1789, mais elle s'arrête donc 10 ans plus tard, en 1799. On retient la date du 14 juillet 1789 avec la prise de la Bastille, qui est d'ailleurs le jour de la fête nationale en France. Et pourtant, quand ils ont été à la Bastille, donc un symbole de l'autorité royale, du pouvoir arbitraire, etc., il n'y avait que 7 prisonniers. Ils s'attendaient à libérer des centaines de personnes, ils étaient 7. Voilà, et même 4-5 ans avant, le roi avait même pensé à faire détruire la Bastille, qui prenait autant de place dans Paris pour pas grand-chose, mais ça, les révolutionnaires ne le savaient pas. Et Louis XVI n'est pas du tout exécuté en 1789. Il reste roi pendant quelques temps, sauf que il est plus roi de France, il devient roi des Francs. Non, roi des Français, pardon, excusez-moi. Il devient roi des Français à un moment donné. Et c'est seulement en 1793, en janvier 1793, qu'il va être exécuté. Et la Révolution française se termine en 1799, donc après toutes les étapes qu'il y a pu avoir, dans la terreur, dans beaucoup de choses. Elle se termine donc avec le consulat et la montée au pouvoir de Napoléon Bonaparte. D'accord, donc en fait, c'était vraiment un processus assez long et ça s'est pas fait juste avec
juste en quelques heures, en fait. Ça a duré 10 ans. C'est ça, c'était pas du tout la prise de la Bastille qui a changé les choses, parce que du point de vue militaire, la prise de la Bastille, c'était rien. C'est plutôt les conséquences que ça a eu. On s'est dit quand même, ils en sont à s'attaquer à un symbole du pouvoir royal, c'est que ça a l'air sérieux, et ça a donné du courage à certains de s'en mêler aussi. Mais du point de vue militaire, ça vaut rien, la prise de la Bastille. C'était plus symbolique qu'autre chose. C'est ça, c'est purement symbolique, c'est vraiment complètement symbolique. Et oui, du coup, il va y avoir beaucoup d'étapes sur 10 ans, certaines plus joyeuses que d'autres, parce que la terreur, c'est quand même l'une des pires périodes de l'histoire de France. Hein. Et voilà. Et quelle est la différence entre le roi de France et roi des Français? Concrètement, c'est qu'en faisant ça, on bascule sur une monarchie, comme le système qu'on a en Angleterre, sur un système Ah, parlementaire. d'accord, C'est qu'en 1789, il y a l'apparition de l'Assemblée nationale. On n'est plus sur le vote du clergé, de la noblesse et du tiers-état qui posait tant de problèmes parce que chacun avait une seule voix alors que le tiers-état était beaucoup plus représenté. Là, on est sur l'Assemblée nationale, donc un parlement en somme, qui va décider beaucoup de choses et le roi est là plus à titre représentatif et consultatif. Donc du coup, il n'est plus roi de France avec un pouvoir absolu, même son pouvoir est extrêmement restreint, il devient roi des Français. D'accord, ok, très intéressant. Et pour le fait numéro 10, on va voir roi après la Révolution française. C'est pas parce que Louis XVI est exécuté en 1793 qu'ensuite il va y avoir Napoléon quelques années plus tard, qu'on va plus revenir à la monarchie. Donc, pour reprendre dans l'ordre, on a eu 3 empereurs et 3 rois au XIXe siècle. On commence du coup par Napoléon Ier, qui est empereur de 1804 à 1814, puis brièvement du 20 mars au 22 juin 1815. Après Napoléon, on aura Louis XVIII, qui est roi de 1814 jusqu'en 1815, puis quand Napoléon repart de 1815 à 1824. On a brièvement Napoléon II, le fils de Napoléon Ier, qui est enfant à l'époque, qui est empereur du 22 juin au 7 juillet 1815. Donc autant dire qu'il n'a pas énormément régné, mais techniquement, il était quand même empereur. Ensuite, on va avoir Charles X, qui est roi de 1824 à 1830. Puis Louis-Philippe Ier, roi de 1830 à 1848. Et enfin, de 1848 à 1853, on a une sorte de république, même une république. Et après coup d'État, Napoléon III va devenir empereur de 1852 à 1870. Ok, et quelle est la différence entre roi et empereur? La différence exacte, c'est qu'un empereur peut régner sur plusieurs territoires définis et tout qu'un empereur ne fait pas partie de la famille royale. D'accord. Il y a une question dynastique. Après, dans les rois que j'ai évoqués, bon, ils descendent tous c'est plus ou moins des Bourbons tous, mais il y a des conflits. Il faut savoir qu'encore actuellement, il y a des royalistes en France, et entre eux, ils ne sont pas d'accord sur qui doit être le roi. Donc voilà, on a à peu près 20 000 hein, quand même. Mais, ah oui, quand même. Ouais. Quand même, ils ont 2 prétendants principaux, ils ne sont pas d'accord. Enfin, mais du coup, dans l'idée de la royauté, de la monarchie, il y a vraiment cette idée dynastique et qu'on donne vraiment du père au fils aîné, etc. Dans l'Empire, normalement, non, je dis normalement parce que là, tous les empereurs qu'on a eus à ce moment-là, c'est des Bonaparte, et en plus, ils s'appelaient tous Napoléon. Voilà, parce que Napoléon III, c'est le neveu de Napoléon Ier. D'accord. Voilà. Il a fait un coup d'État comme son oncle pour prendre le pouvoir. C'est cette famille, apparemment. Mais normalement, sur le principe, un empereur n'est pas obligé de faire partie de la même famille. Par exemple, en ce qui est l'Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne, c'est l'un des pays les plus difficiles à définir avec les frontières d'avant. Donc, ce qui était le Saint-Empire romain germanique, qui avait un empereur, l'empereur était élu. D'accord, ok. Voilà, ça a posé beaucoup de problèmes au XVIe siècle quand ils ont élu comme empereur Charles Quint. Voilà, roi d'Espagne, qui du coup était roi d'Espagne, avait une partie de la Belgique actuelle, de fait, une partie de la Bourgogne, parce qu'il était bourguignon, Charles Quint, plus une bonne partie de l'Amérique du Sud, et en plus de ça, on lui refile le Saint-Empire romain germanique. Donc les Français étaient contents. Et du coup, les Français, par opposition à ça, se sont alliés aux Turcs, même s'ils étaient musulmans. C'est jamais une histoire de religion, c'est toujours une histoire de politique. D'accord, très intéressant. Je ne sais pas si ma question va être compliquée ou pas, mais comment on explique le fait qu'il y ait des rois et des empereurs
après la Révolution? Parce que c'est le bordel, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à faire un État fort et qui crée le consensus, en fait. Ils n'ont pas réussi à faire quelque chose qui laisse les gens unanimes. Et concrètement, c'est quand il y en a un qui arrive, il fait un coup d'État, il fait une révolution, et il y a aussi à un moment donné, il y a des petites révolutions, des révoltes pour faire revenir les rois. Parce qu'il y a c'est ce qu'on voit en Iran aussi actuellement, c'est qu'il y a encore des royalistes en Iran, parce qu'ils ont oublié, entre guillemets, donc il y a l'élite qui le veut par fascisme, concrètement, mais il y a aussi des gens normaux comme toi et moi qui y pensent parce qu'ils ont cette image, depuis qu'il y a eu la révolution et que le chat est parti, l'État est abominable et c'est de pire en pire. Avec le chat, c'était moins pire. Et ben en France, c'était pareil. Ils se sont dit, depuis qu'on a la révolution, c'est n'importe quoi, l'État, il est complètement instable, c'est une horreur. Peut-être que si on va remettre un roi, ça va ramener de la stabilité. Eh bien, super, merci Mathilde pour ces 10 faits qu'on ne savait pas, mais maintenant qu'on connaît sur l'histoire de France. Et n'hésitez pas donc à suivre la page Instagram de Mathilde, donc, qui est histoire.historique. Je vous mettrai les liens en description où elle poste des petites, comment on pourrait dire, des petits posts à propos de l'histoire, à propos d'un sujet sur l'histoire de France et sur l'histoire d'autres pays. Merci beaucoup de m'avoir invitée. De rien, c'était avec plaisir parce que j'aurais pas pu parler de ce sujet-là sans une spécialiste. Et j'ai aussi beaucoup appris aujourd'hui avec tes explications. Merci.